Place au parti pris. Catherine André nous rejoint pour l'économie. Amnous Chalmani nous rejoint pour l'international. Mais c'est vous qui commencez route avec votre parti pris politique. Ça y est, c'est parti, c'est fait. Le congé naissance, le nouveau congé naissance va bel et bien voir le jour. Alors il y a un concert de ricanement pour les autres, de consternation pour les uns. Encore un congé pour un pays qui a déjà beaucoup de congés. Ben vous dites, à ceux qui ricanent, je dis oui, ce congé naissance, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, moi je suis pour, 3 fois pour ce congé naissance. Il faut savoir ce qu'on veut. On se plaint de la démographie qui plonge, des jeunes couples qui veulent plus de bébés, des difficultés de garde pour les nourrissons. Prenons les moyens. Oui, tous les moyens. Faisons le choix de la jeunesse. Faisons le choix des jeunes couples, des enfants à venir. Toutes les études sur la démographie montrent que le partage des tâches et des responsabilités dans un couple sont un encouragement aux naissances. Je sais bien qu'il y a d'autres obstacles, mais celui-là, cette question de l'égalité à l'intérieur du couple parental est essentielle. Et ce congé l'illustre parfaitement. De quoi s'agit-il ? C'est un nouveau droit qui s'ouvre pour les 2 parents depuis hier. Il donne la possibilité à la mère et au père ou au second parent de prendre 1 à 2 mois de congé en plus de ceux existants, maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption. Le congé paternité d'ailleurs qui est passé de 11 jours en 2021 à 25 jours aujourd'hui, qui était presque pas pris au début et qui commence à être un peu plus pris dans les entreprises. Alors pendant les 9 mois qui suivent la naissance de l'enfant, chaque parent peut poser 1 mois ou les 2, ils sont indemnisés à 70% du salaire pour le premier mois et à 60% pour le deuxième, dans la limite du plafond de la sécurité sociale de 4 500 €. Ils peuvent le prendre les 2 parents en même temps, ou au contraire séparément, ils peuvent le fractionner, c'est très très souple. Ce qui signifie que pendant les 6 à 9 mois, les premiers mois de la vie du nourrisson, il peut avoir toujours un de ses 2 parents présents. Et c'est qui est très important quand on sait que les crèches et les assistantes maternelles sont insuffisantes. Alors je trouve, moi personnellement, que c'est un formidable progrès qu'il faut saluer. Qui va payer ? Alors, je vous précise que certains pays européens sont en avance sur nous, parce qu'en Espagne, par exemple, les congés paternité-maternité sont beaucoup plus remboursés et sont plus longs qu'en France. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Je reviens bien sûr sur ceux qui vont payer, ce qui est très important, parce qu'il rééquilibre les carrières entre hommes et femmes. Toute la charge ne repose plus que sur la mère qui peut retrouver son emploi. Et oui, j'entends ces ricanements dont on parlait. Encore un nouveau congé. Encore une dépense pour la sécurité sociale qui est à l'os. Alors je vous précise quand même qu'un congé naissance avec un bébé, c'est pas exactement se tourner les pouces au bord de la plage. On sait jamais, je précise pour ceux qui l'ont jamais vécu. Et puis ce congé naissance qui vient remplacer l'ancien congé parental, il s'est allé, ça existait, ça s'appelait un congé parental et il s'est allé sur 3 ans avec la garantie de retrouver son emploi. Mais à ce moment-là, il était indemnisé à 450 € par mois. C'est-à-dire très peu, et donc ça veut dire que seuls les couples revenus confortables, les femmes pouvaient le prendre parce que c'était pas suffisamment pour vraiment vivre. Alors dans les faits, cette réforme, elle propose et elle permet, et c'est un peu contre-intuitif, une économie budgétaire. Parce qu'un congé de 3 mois mieux indemnisé coûte potentiellement moins cher qu'un congé parental long mais faiblement indemnisé. Le coût est estimé à 600 millions d'euros à l'horizon 2030 et 300 millions d'euros pour la première année en 2027. Comment est-il gagé ? Par le décalage de la la majoration des allocations familiales. Elles étaient majorées quand les enfants arrivaient à 14 ans, elles seront majorées quand les enfants arrivent à 18 ans, parce qu'on considère qu'à 18 ans, c'est plus coûteux qu'un enfant de 14 ans. C'est un équilibre interne à la branche famille. Il n'y a pas on ne va piocher nulle part ailleurs. Et expliquez-nous, parce que... c'est la branche famille de la sécurité sociale. Mais les allocations sont prolongées à leur taux. Elles sont majorées jusqu'à 18 ans au lieu de 14. Donc non, elles étaient majorées à partir de 14 ans. Maintenant, ce sera 18 ans. Elles vont être majorées à partir de 18 ans. Entre 14 et 18 ans, elles restent stables. 4 ans de majoration économisée. Exactement. Et donc, en fait, c'est gagé absolument à égalité des dépenses. Et ça financera ce fameux congé naissance qui, de fait,
En réalité, il faut voir le nombre de gens qui prenaient sur 3 ans à 450 €. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais potentiellement, si vous faites les comptes, ça revient moins cher, a priori, pour la sécurité sociale. Alors, l'autre reproche, c'était les chefs d'entreprise qui s'inquiétaient de la désorganisation, parce que ça fait plus long, on reste plus longtemps en dehors de l'entreprise. Mais en réalité, il y a quelques DRH interviewés dans le Figaro qui disent que, en réalité, quand on est bien entouré dans les équipes au travail, les pairs avertissent assez tôt et on s'organise bien. On va chercher des freelances ou on forme des jeunes et ça devient même un enjeu pour les entreprises qui parfois ont des difficultés à recruter de dire que les pairs pourront prendre leur congé naissance. Est-ce que ça peut être efficace? Parce que, évidemment, bien sûr. En ligne de mire, il y a aussi l'horizon de la dénatalité. Moi, je vais vous dire, c'est un signal, c'est un message. On a suffisamment parlé sur ce plateau. Nous sommes dans une société qui de fait avantage les générations les plus âgées. On en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, je dis pas que les retraités formeraient un bloc homogène de nantis, mais à chaque fois qu'on refuse de prolonger la durée du travail, décaler l'âge de départ à la retraite, à chaque fois qu'on rejette la suppression d'un avantage concédé aux plus âgés, aux seniors, même aux jeunes seniors, en fait, on fait le choix de sacrifier les plus jeunes. Cette mesure de congé naissance, elle est l'affirmation que nous nous soucions de nos enfants et de nos petits-enfants avant de penser à nous-mêmes. Est-ce que ce sera efficace ? Je l'espère, mais moi je prends d'abord le signal et le message que ça envoie aux jeunes couples. Amnous ? Pas mieux, effectivement, par rapport à la natalité, pourquoi pas. Et puis on voit que les pères sont de plus en plus impliqués, ça peut créer une base d'équilibre. Après, est-ce que cela fonctionnera à l'intérieur ? Après, c'est vraiment... Je trouve que ça, c'est vraiment d'avoir la possibilité, c'est très bien. Et on verra le résultat, c'est des décisions individuelles et très intimes, je pense. Catherine ? Ça n'aura, excusez-moi Ruth, aucun impact sur la natalité. C'est pas parce que vous proposez 2 mois de congé supplémentaires qu'on fait un enfant. Si en revanche vous avez une pièce de plus dans votre appartement et on sait qu'il y a bien d'autres majeure du logement en France. Après, j'entends le signal positif. En revanche, pour la petite anecdote, ce congé de naissance, il crée vraiment beaucoup de remous à l'éducation nationale parce que ça a été mal anticipé. Donc, il y a beaucoup à l'éducation nationale, on se demande combien il y aura de profs manquants à la rentrée. Et donc, ça pourrait être encore une difficulté de plus avec des profs manquants dans les classes. Oui, alors, s'il y avait une bonne organisation, Catherine, et si on considère que c'est peut-être un petit signal, mais qu'on ne cherche pas forcément un effet concret sur les naissances, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure, vous ? Moi, je pense que l'argent, qu'on envoie un signal, qu'on peut encore se payer ce type de congé naissance, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus les moyens. C'est vrai que c'est des économies à l'intérieur de la branche famille. Les personnes qui avaient une majoration à partir de 14 ans pour leurs enfants le perdent, puisque c'est repoussé à 18 ans. Et il y aura peut-être des pertes de pouvoir d'achat pour ces personnes. Donc non, moi, je ne suis pas du tout convaincue par ce nouveau congé naissance. Mais j'ai trouvé votre démonstration passionnante. Non, mais écoutez, moi Les avis s'expriment. Bien sûr. Vous gardez la parole, Catherine. Votre parti pris économique, que se passe-t-il à la Poste ? La Poste est-elle en danger de mort ? Oui. Vous nous dites que oui. Et la réforme dont on parle, donc, serait indispensable. Et oui, c'est ce que dit un rapport parlementaire qui vient de paraître, un travail d'1 an de 2 parlementaires, un macroniste, un parlementaire de gauche. Et il y a 2 options pour l'avenir de la Poste. Soit mourir lentement, difficilement, soit se réinventer. Alors, quand on parle de la Poste, évidemment, et des pistes de réforme, on ne parle pas de n'importe quelle entreprise, parce que la Poste, c'est pas une entreprise comme les autres, 100% détenue par l'État, et puis il y a tout ce que ça signifie derrière. La Poste, c'est un symbole républicain, vous imaginez le petit bureau de poste en campagne, Maurice le facteur qui passe, qui va voir Liliane, la pauvre retraitée qui ne voit pas grand monde. Et donc il y a tous ces symboles autour de la Poste qui rend les pistes de réforme particulièrement explosifs. Mais le constat économique est là. Le moteur initial de la Poste, c'était quoi ? C'était le courrier. Est-ce que vous envoyez encore beaucoup de lettres ? Non, bien sûr. Non, c'est toute la question du courrier, bien sûr. Le mail a largement remplacé, évidemment, les lettres. Depuis la révolution Internet, il y a un effondrement, effectivement, des courriers, du volume de courrier. On estime qu'un ménage français, c'est à peu près 5 lettres par an. C'était 65 lettres il y a 20 ans. Si on veut regarder, là, c'est l'activité courrier dans le chiffre d'affaires de la Poste. À l'époque, c'était 50%. En 2010, vous voyez que c'est tombé à 15%. Donc, c'est une dégringolade.
Prenez le volume total, c'était 17 milliards de lettres en 2005. Aujourd'hui, c'est 5 milliards et les projections pour 2030, c'est 3 milliards. Donc ça veut dire que la suite de l'histoire, on la connaît, on n'écrit presque plus et puis c'est un lent déclin de cette activité. Quel dommage, d'ailleurs. Bah oui, c'est sûr. Internet, la révolution a effectivement les effacé SMS, les téléphones. les SMS. La carte postale, le roman de Kundera. La carte postale, la magie de la carte postale. Oui, c'est terminé cette magie. En tout cas, pour les plus jeunes, effectivement, ça paraît, c'est un petit peu plus différent. C'est un message sur les réseaux sociaux qui a remplacé. C'est une photo de soi sur un réseau social qui envoie la carte postale. Mais de quoi vit la Poste alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a quand même des leviers d'économie qui sont importants, notamment le colis qui a pris le relais des lettres, puisque c'est 50% de l'activité. Pour autant, le colis, attention, parce que c'est un univers qui est très concurrencé. Vous avez beaucoup d'acteurs, vous avez Amazon, FedEx, et donc évidemment, il faut beaucoup d'investissements pour rester concurrentiel. Et puis ensuite, l'un des postes de bénéfice le plus important, c'est les activités banque postale et les activités assurantielles. Ce qui permet donc, vous voyez, à la Poste, on se dit que les voyants sont au vert, puisqu'il y a 1,16 milliard d'euros de bénéfices l'an dernier. Ça fonctionne. En revanche, l'activité de service public, c'est un gouffre financier. Vous savez que l'État a confié 4 missions de service public à la Poste, notamment l'acheminement du courrier ou encore l'aménagement du territoire avec 17 000 points de relais, de contact obligatoires. Et ça, c'est terrible pour la Poste parce que finalement, il n'y a pas eu la compensation attendue de la part de l'État. Il y a une sous-compensation, ce qui a contribué à creuser la dette de la Poste. 4 milliards d'euros supplémentaires de dette, ce qui porte la dette à 10 milliards. Et c'est ça, aujourd'hui, qui menace la survie de la Poste dans les années futures. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors voilà, on en vient aux pistes explosives. Alors, il faudrait revoir notamment l'acheminement du courrier. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, une lettre verte, c'est J+3. Vous la postez, vous la recevez 3 jours plus tard. La proposition parlementaire, ce serait de passer à J+4. Mais vous voyez déjà comment, là, on peut passer sur un sujet particulièrement explosif avec beaucoup de polémiques. Ça veut dire une dégradation, certains diront, du service public et ces personnes âgées qui sont à la campagne, qui ne sont pas numérisées moins que les urbains, sont désavantagés. Et puis, ils voyaient le facteur presque tous les jours. Là, ils le verront moins. Mais objectivement, si on regarde les chiffres, ça n'est plus efficient sur le plan économique. C'est même un gouffre, c'est presque du gaspillage. Si on regarde même le réseau, ça c'est une autre proposition. Revoir en fait le réseau et l'organisation. Regardez, il y a 114 000 boîtes aux lettres en France. Sur ces 114 000, il y en a 60% qui ne reçoivent que 5 lettres ou moins de 5 lettres par jour. Là aussi, les parlementaires disent il faut revoir l'efficacité de tout ça. Il faut supprimer des boîtes aux lettres. Comme ça, il y aura moins de rotation, moins de coûts. Là aussi, ça peut créer beaucoup de remous. Et puis, il y a les 7000 bureaux de poste. Les 7000 bureaux de poste en France, là aussi, on est sur des proportions 50-60% de ces bureaux de poste, moins de 5 visites par jour. Mais là aussi, si vous supprimez le dernier service public dans une ville, évidemment, sujet absolument explosif. Mais nos voisins l'ont fait. Nos voisins s'adaptent à cette évolution du monde. Si vous regardez des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, pas toujours avec de grands succès. Au Danemark, on sait que ça a créé beaucoup de difficultés. Il y a eu une augmentation des tarifs, mais il y a eu une privatisation des services de la Poste. Nous, est-ce qu'on va rester figé dans ces décors du passé, le vieux bureau de poste, ou est-ce qu'on va s'adapter? Il y a une nécessité d'adaptation et il ne faudrait pas qu'on reste, qu'on fasse de ce sujet de la Poste un nouveau sujet symbolique où la France est bloquée quand les autres avancent. Je pense notamment à la réforme des retraites. Mais c'est le vieux débat entre l'aménagement du territoire et tout le monde tient à ce qu'il y ait encore une forme d'activité, une forme de contact, une forme de lien, et puis l'efficacité, les impôts, en passe et des meilleurs. Et puis non, cette histoire de privatisation fait aussi qu'il y a énormément de colis que vous récupérez dans des commerces. Moi, c'est un truc qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi est-ce que la Poste ne trouve pas un moyen d'être plus concurrentielle et que de récupérer tous les colis qui sont envoyés, parce que ça c'est la grande activité. Et vous avez la Poste et vous avez vraiment 4 boutiques à côté qui reçoivent les colis. C'est très étonnant ça. C'est pas une mauvaise formule, ça permet au commerce d'assurer un minimum de chiffre d'affaires aussi. Et ça permet à la Poste de perdurer l'activité colis. Mais les activités colis risquent de continuer, mais c'est vrai qu'effectivement on voit bien, c'est très étonnant de passer devant la Poste pour aller dans la boutique à côté récupérer son colis. Quand même un changement quand même quotidien visible.
Amnous, votre parti pris international des années et des années après, revoilà le schisme. Oui. Le schisme dans l'Église catholique entre les traditionalistes et les autres. Ça a toujours existé depuis la naissance de l'Église. C'est pas, mais là, effectivement, il se passe quelque chose depuis le mercredi 1er juillet. La fraternité sacerdotale Saint-Pierre X a consacré 4 évêques, dont 2 Français, un Américain et un Suisse, sans mandat pontifical. 24 heures plus tard, et pas moins, et pas plus, le cardinal Fernandez, au nom du dicaster pour la doctrine de la foi, signait le décret d'excommunication Latae Sententiae automatique pour les 4 consacrés et les 2 consacrants, ce qui fait 6 excommuniés en tout. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les confessions que vont recevoir ces évêques ou les mariages qu'ils vont célébrer ne sont pas valides, sont invalides aux yeux de l'Église du Vatican. Léon XIV avait fait quand même beaucoup d'efforts, avait tendu la main aux traditionalistes. En octobre dernier, il avait célébré lui-même une messe en latin, j'y reviendrai, à Saint-Pierre, et jusqu'au 29 juin, la veille de la consacration de ces évêques dissidents, il les suppliait encore, il a écrit une lettre rendue publique, de renoncer à cette cérémonie. Ils n'ont pas fait. On préférerait mourir plutôt que d'être schismatique, jurait pourtant un de leurs abbés. Et voilà le paradoxe, ils clament n'être ni schismatique ni hostile à l'Église, on peut totalement les croire, tout en accomplissant l'acte même qui les en retranche, c'est se jeter du pont tout en jurant qu'on ne sautera jamais. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, eh bien il faut remonter à l'homme par qui tout a commencé, et cet homme c'est Marcel Lefebvre, évêque français, missionnaire en Afrique, esprit brillant et cœur fermé à double tour. C'est moi qui le dis, c'est moi qui souligne, c'est un parti pris. Donc que certains ne poussent pas des hurlements. En 1970, il fonde à Écône, là où a eu lieu la consécration de ces évêques dissidents aujourd'hui, une fraternité pour fermer des prêtres, je cite, à l'ancienne. C'était son expression à lui. En 1988, il a 82 ans. Il pense forcément à sa retraite, et donc il sacre 4 évêques sans l'accord de Rome, là encore, pour évidemment sa succession, c'est ce qui va se passer après moi. Jean-Paul II l'excommunie sur le champ. Je crois que ça allait encore plus vite qu'aujourd'hui, ça a été automatique. 38 ans plus tard, c'est au même endroit, dans le même pré, que les héritiers ont rejoué la scène de la première excommunication. Alors vous pouvez appeler ça fidélité, ou vous pouvez appeler ça incapacité à accepter la modernité. Est-ce qu'ils ont le vent en poupe ? Est-ce qu'elle a le vent en poupe, cette mouvance intégriste ? Donc il veut quoi ? La messe en latin. Ah non, mais attends. Allez-y. J'arrive. Non, oui, parce que tout est lié à Vatican II. En gros, autour de Monseigneur Lefebvre, on va dire qu'il y a entre 600 000 et 1 million de fidèles. Alors, est-ce qu'il y en a moins, plus ? Ça n'a jamais vraiment dépassé ces chiffres-là. Mais vraiment, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce concile Vatican II qui s'est tenu entre 1962 et 1965 pour horrifier tellement ces hommes d'église. Et là, ce qu'il rejette, c'est 3 choses qu'a posé le concile, ce qu'il a osé poser pour la nouvelle doctrine de l'Église. D'abord, la liberté religieuse. C'est étonnant, c'est cette idée toute simple, toute humaniste, que nul ne doit être contraint en matière de foi et que l'État n'a pas imposé une religion. C'est quelque part l'Église qui accepte la laïcité. Rien de bien choquant pour nos églises et aux musulmans. Donc pareil, on a vu Jean-Paul II, on a vu le pape François, on a vu, ça nous paraît complètement logique. Et enfin, la messe, que le fidèle est un adulte à qui on parle dans sa langue et non un enfant qu'on tient dans le mystère d'une langue morte, ce qui n'est pas un querelle de rite, c'est un refus des Lumières. Un enfant que voilà, on sort du mystère et on en fait presque quelqu'un avec qui on peut dialoguer puisqu'il comprend ce qui se dit. Jusqu'à ce moment-là, en latin, sauf d'être excellent en latin, vous avez quand même un peu du mal à suivre. Et surtout, le prêtre vous regarde. Donc il y a un rapport d'égalité aussi qui s'installe. Et alors c'est à cet instant précis que je vais convoquer un athée. Mais oui, un athée, le meilleur témoin dans cette affaire d'église, et c'est Georges Brassens. Brassens qui en 1976 chantait « Tempête dans un bénitier ». On écoute. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin.
sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ah, il s'intéressait de près à Et c'est là la où, liturgie. si vous avez bien écouté, c'est ça qui est intéressant, on croit qu'il défend le latin, mais Brassens, qui est un chenapan, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, mais avait de très bons amis qui étaient des hommes d'église. Et ça je tiens à insister là-dessus, l'un n'empêche pas l'autre. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait énormément d'athées qui avaient des relations extrêmement profondes avec des hommes de foi, parce que justement c'est là où l'échange devient vraiment passionnant. Eh bien Brassens, il se moquait des tradis furieux du concile en opposant leur voix pour mieux les ridiculiser. Et moi je trouve qu'il a tout compris de cette querelle qui est encore d'actualité 50 ans plus tard. Ce que ces messieurs, comme il disait, regrettent, ce n'est pas Dieu, c'est le mystère magique. Et c'est vraiment dans toute la chanson, il insiste là-dessus. C'est le temps où le prêtre seul détenait le sens et où le vulgaire, le commun, l'homme des rues, l'homme normal, eh bien, il ne comprenait rien et par conséquent se taisait. Et c'est ça qui choquait Brassens. Mais c'est vrai que c'est des choses différentes. La foi, pas la foi. Ouais. Et puis le plaisir de l'Église, du décorum, Ouais. de la liturgie, de l'atmosphère. Ah ben c'est sûr qu'une messe en latin, c'est que là vous êtes transporté, vous comprenez rien, mais vous êtes transporté. Mais quand on parle de foi, quand même, il y a quelque chose particulièrement dans le judaïsme, mais qui existe aussi dans la chrétienté, et c'est vraiment l'idée, le fait d'interroger sa foi, le fait donc pour ça il faut la comprendre, c'est une manière de la maintenir vivante. Et vous voyez, énormément de théologiens musulmans dans les pays arabo-musulmans qui réfléchissent à ces idées. Comme on ne peut pas réfléchir sur le Coran puisque c'est la parole directe de Dieu, ils considèrent, et là je parle de théologiens musulmans, et ça, à Al-Azhar on en parle, en Égypte, c'est un débat qui a lieu depuis très longtemps, c'est le fait que ça sclérose aussi la foi, qu'interroger la foi n'est pas forcément la remettre en cause ou la rendre obsolète ou la détruire, non, c'est l'enrichir de nouveaux apports, et que la modernité, au lieu de le voir comme un ennemi, il faut le voir comme un apport supplémentaire qui nourrit une foi qui est plus contemporaine. Petite question, Amnouz, vous parlez latin, vous ? J'ai fait du latin, j'adorais ça, j'avoue. J'avoue, mais je ne veux pas, évidemment, Est-ce que vous je ne parle le parlez ? pas. Je ne le parle pas, mais j'avois que Vous pouvez faire votre parti pris une deuxième fois, en latin. mais en non, latin. vous savez, et ça vraiment, je vais faire une petite défense du latin, parce que vous savez tous, je crois que maintenant tout le monde le sait, je suis arrivée en France à 8 ans sans parler un mot de français, et donc j'ai appris à l'école laïque et républicaine, pas de cours privés, exactement à l'école primaire de la rue Keller, dans le 11e arrondissement, le français, et quand j'ai commencé le latin assez tôt, en 5e, pareil, dans ce quartier populaire où il y avait, dans le collège Anne-Franck, des cours de latin pour ceux qui voulaient, et je pense que la manière dont j'ai réussi à intégrer le français, c'est grâce à ces cours de latin où j'ai réussi à comprendre la racine de la langue, et quand vous comprenez la racine des choses, vous l'intégrez beaucoup mieux. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.